Il y a des joueurs au destin sinueux, complexes et parfois tout simplement incroyables. C'est le cas de Thibaut Lassalle. Déclaré fini pour le rugby par les médecins, c'est sa rencontre avec un homme qui va changer sa vie de joueur et sa vie d'homme. D'une bande de copains en Pro D2 jusqu'au Brennus, le deuxième ligne aura tout connu. L'anonymat d'Oyonnax, les Galactiques de Toulon, Urios, La Porte, de Viré d'Agen jusqu'à quasiment un maillot bleu sur le dos. Une vie passionnante sur laquelle revient le Béarnais. C'est Thibaut Lassalle, le frère d'armes. Et pour ce nouvel épisode de Rugby Brut, un homme qui a marqué le championnat de France de par sa rudesse, mais aussi sa générosité. Thibaut Lassalle est avec nous. Salut Thibaut. Bonjour Pierre. Déjà, merci de m'accorder du temps. On va remonter le fil de ta carrière. J'imagine que c'est un exercice que tu as déjà fait. Mais comment tu te sens avant d'aborder les grandes lignes de ton passage rugby? Écoute, je suis en pleine forme avant d'attaquer ce week-end. Tout va bien. Bon, tant mieux. On va remonter le fil, on va repartir là où tu es né, à Oloron-Sainte-Marie. Tu vas grandir un peu plus loin, entre Lourdes-Sichères et Bédouce, au cœur du Béarn. Ça ressemble à quoi ton enfance, Thibaut? Ça ressemble à une enfance très heureuse. Un petit garçon plutôt agité, voilà, qui avait besoin d'espace et de beaucoup d'espace, et qui était tout le temps chez mes grands-parents et mon oncle à la ferme. Voilà, énormément de sport. C'est vraiment quelque chose de prépondérant dans ma vie depuis tout jeune. Et puis voilà, très très famille. Et puis mon village est vraiment tout petit, j'y suis très attaché. Et du coup, on avait un peu de mal à m'en faire ressortir. J'ai lu que tu n'étais pas un grand fan de l'école parce que tu étais déjà épris de liberté. Donc, tu n'aimais pas trop être enfermé dans une classe. Ouais, alors j'aimais retrouver mes amis, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai eu un parcours, moi j'étais pas un enfant, enfin j'étais un enfant très respectueux et tout, par contre, des fois un peu introverti à l'école. Mais oui, j'avais tout le temps la tête à la fenêtre, quoi, en gros. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un, en l'occurrence moi. J'ai trop aimé l'école. Tu viens d'une famille rugby, ton papa était joueur, au cœur d'une région rugby. C'était presque implacable de finalement en arriver à te lancer. Mais tu vas débuter sur le tard finalement, en tout cas un peu plus que les copains, 11 ans, parce que toi, ton truc avant, c'était le vélo. Ouais, mais toujours maintenant. J'ai vraiment mon rêve depuis très très jeune, c'était d'être coureur cycliste professionnel. Je me souviens encore le dire à mon directeur au collège. De toute façon, moi, je veux être coureur cycliste sur le Tour de France. Je rabâche à mes parents. J'étais dans un club de vélo. Voilà, mon plus grand fan dans le sport, enfin mon plus gros idole, c'est Richard Virenque. Voilà, j'étais tout le temps en train de regarder les courses de vélo, notamment le Tour de France, mais pas que. Et oui, effectivement, j'en faisais un club en fait du vélo, et j'ai grandi excessivement vite dans les années 10, 11, 12 ans. Et du coup, j'ai changé vraiment de carrure. Et puis, je me suis vite rendu compte que le vélo, ça serait très compliqué d'en faire à un haut niveau. J'ai dû arrêter le sport pendant un an, justement, dû à ma croissance, parce que j'avais des douleurs assez importantes au niveau des genoux. Et quand voilà, j'étais pas le meilleur déjà à cette époque-là au vélo, mais je me défendais pas trop mal. Et clairement, quand j'ai repris la compétition au bout d'un an, j'ai fait une course et puis j'ai vite compris que ça serait compliqué pour moi. Bon, de par ce que tu as dit, le fait que dans le coin, chez nous, le rugby prime sur tous les autres sports, et que ma famille et mon père en particulier étaient très très rugby. Voilà, j'en ai profité pour découvrir de l'intérieur ce sport merveilleux. Je pense que c'est les cycles qui doivent te remercier parce qu'on le rappelle, tu fais 2,02 m, un peu plus de 110 kilos. Bon, compliqué d'allier ça avec, avec la performance cycliste. Je veux dire, ça n'existe pas des cyclistes comme toi. C'est impossible, ouais. Paraît très compliqué, quoi. Sauf en détente, mais bon, c'est plus le même sport. Euh, Mm. Tu vas démarrer pourtant à l'aile, plutôt derrière. Peut-être parce que, vu que tu as grandi très vite, tu n'étais pas encore aussi épais que ce que tu as pu être par la suite. Qu'est-ce qui fait que ça te plaît? Parce que j'imagine que si tu restes, c'est parce que ça te plaît.
Ouais, bien évidemment, mais après, j'ai découvert dans ce sport déjà nombreux de mes meilleurs amis qui le sont toujours à l'heure actuelle. Voilà, dans un petit club très famille, très accueillant et où il faisait et il fait encore bon vivre. Voilà, puis après, moi j'adore être en groupe avec des copains, raconter des saucisses, rigoler tout le temps. Voilà, je suis quelqu'un d'assez jovial. J'aime beaucoup chanter aussi et ça fait clairement partie des après-matchs, on va dire, et puis même des déplacements en bus. Voilà, très vite. Et puis même le sport en lui-même, le jeu, la touche que j'ai découvert un peu plus tard, parce qu'à 11 ans, on n'en fait pas forcément, on fait pas les phases de conquête, mais tout ça petit à petit. Et puis mon envie d'être quand même, je pense, depuis très longtemps, bon, c'était le vélo, mais d'être sportif professionnel. Même si à l'époque je le matériel, enfin je le disais peut-être pas comme ça, mais j'avais envie de faire du sport le plus souvent possible. Et quand j'ai commencé à comprendre que ça pouvait devenir sérieux, voilà, je m'y suis vraiment investi après. Tu démarres à Oloron, si je dis pas de bêtises. Ouais, je démarre à Bedouce en fait. Très longtemps, D'accord. j'étais licencié à Bedouce. Voilà, pour la petite histoire, c'est marrant parce que dans les équipes de France Jeunes, j'avais encore ma licence à Bedouce. Donc, il y avait des joueurs du Stade Toulousain, de Brive, enfin, de tous les clubs. Et puis, il y avait le club de Bedouce qui était représenté parce que je crois que j'ai gardé ma licence jusqu'à 18 ans dans ce club. Mais on était en entente avec le club d'Oloron, qui à l'époque était un très bon club de Fédéral 1 de l'époque et qui avait toutes les catégories jeunes au meilleur niveau. Donc, ce qui m'a permis de rester longtemps avec mes amis d'enfance, et ça, c'était super. Parce que c'est 30 minutes de route à peu près entre Bédouce et Oloron. Oh, Euh, ouais, ouais, enfin, moi, je suis à Lourdios, mais oui, oui, ouais, c'est 25 25 minutes. minutes. Et en fait, les jeunes, ben, ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. On a l'école de rugby à part, et puis après, à partir des cadets, tout le monde est réuni. Je crois que c'est même plus tôt maintenant. Tout le monde était réuni à Oloron. Il y avait plusieurs catégories en fonction des niveaux, quoi. Ok. Et c'était l'époque des ramassages en bus pour ramener tout le monde faire les entraînements. Et puis, c'est ces moments de convivialité aussi C'est qui... ça. Après, j'ai même connu plutôt à l'adolescence. Je prenais enfin, quand j'étais interne à Bayonne, on en parlera peut-être. Et puis après, j'étais sur Paris pendant un an, mais je prenais, quand j'avais pas le permis encore, je prenais mon mobilette, je la laissais chez un entraîneur à 20 minutes, à faire un quart d'heure de chez moi. Après, il m'amenait à l'entraînement. Après, il me ramenait chez lui. Et puis, je finissais des fois l'hiver sous C'était la neige long. et tout, à revenir en mobilette chez moi. Mais c'était très sympa et que des bons souvenirs. Tu l'évoques, la suite, c'est Bayonne, le sport-études à Bayonne, où d'ailleurs tu vas rencontrer celui avec qui tu formeras un attelage quasiment historique, Damien Lagrange, que tu vas croiser à Bayonne une première fois. Le sport-études à Bayonne, quelle place ça a dans ta construction? Parce que c'est l'âge où tu passes de l'adolescence à l'âge adulte, l'indépendance, tu es tout seul et tout. Comment ça se passe? Bon, clairement, ça a rencontré surtout Pierre Pérez, qui était la personne qui s'occupait du pôle à Bayonne. Ça a changé ma vie, quoi. Bon, beaucoup de rugbymen parlent de lui, parce que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais c'est un personnage incroyable. Au-delà du fait d'être à Bayonne, et c'était déjà très agréable d'être dans une ville comme ça, dans un lycée, le lycée René Cassin, qui était un super lycée. Et voilà, dans un contexte de sport-études où on était 40 rugbymen avec une ambiance très très sympa. Voilà ce personnage avec qui je suis toujours en contact et voilà, on en reparlera un peu tout à l'heure si on vient en parler de Bedouce, mais lui, clairement, il m'a vraiment fait progresser énormément, fait prendre confiance en moi parce que souvent j'avais pas très très confiance en moi. À une époque aussi où mon corps changeait, comme tu l'as dit, au début je jouais plutôt derrière, je courais plutôt assez vite et tout, et puis mon corps s'est transformé en plutôt un corps de deuxième ligne, quoi. Et du coup, voilà, surtout les attitudes au contact, enfin surtout le rugby, c'est un passage qui m'a énormément fait progresser. Comme tu l'as dit, j'ai rencontré aussi des gens formidables comme Damien Lagrange, avec qui on a vécu des épopées par la suite exceptionnelles et qui est devenu l'un de mes meilleurs amis. C'est, si je me trompe pas, on est, pour situer en termes de date, on est aux alentours de 2003, si je dis pas de bêtises, pour la fin. Euh, Ouais, oui, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, j'avais 17 ans. Non, même oui, oui, c'est ça, 17, 18 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais.
Donc ça doit être ça. J'ai plus trop les années en tête, mais c'est ça, 2003-2004 sûrement, ou 2002-2003. Reste que tu vas taper dans l'œil de certains recruteurs. Tu vas finalement t'engager dans un club qui reste un club mythique du championnat de France, Agen. Mais tu vas connaître une situation doublement particulière, déjà d'un point de vue collectif, parce que ta première saison dans l'effectif pro, bah, le club descend. Et ça, Ouais. c'est une surprise totale pour ce club d'Agen. Et puis on va y revenir à une situation personnelle aussi un peu difficile. Sur cette première expérience, déjà, pourquoi tu t'engages à Agen? C'est parce que le discours, le contexte, le club te plaît, ou c'est aussi tout simplement parce que c'est celui parmi ceux qui te courtisent, qui te convainc le plus? Alors en fait, il y a une étape importante Entre les deux? ouais, entre les deux, c'est le passage à Marcoussis. Ah, bien J'ai sûr. fait un an à Marcoussis avec nous, c'était pas les moins de 20, mais c'était les moins de 19 ans. Voilà, donc là, c'est vraiment, on vit la semaine à Paris, on prend l'avion le lundi matin, le vendredi après-midi. C'est vraiment une vie hyper chouette pour un jeune. Voilà, que du bonheur, quoi. En vrai, on fait moi, j'étais encore au lycée en terminale, parce que j'avais un an de retard. Donc, je passais mon bac aussi à côté, donc au lycée dans la ville des Ulysses. Donc, Mm. pour un petit mec qui a grandi dans un village de 120 habitants, le dépaysement est total. Mais en fait, le choix d'Agen, il se fait à la fin de cette année-là, de cette année de Marcoussis, où j'avais un avantage, c'est que vu que j'étais toujours encore licencié à Bedous et que je jouais pour Oloron, j'avais aucun contrat. Et du coup, beaucoup de mes collègues de cette époque-là étaient déjà engagés depuis 2 3 ans dans des centres de formation et tout. Et en fait, moi, j'avais un peu le choix du roi, voilà, du fait que j'étais libre, en fait, et j'étais déjà à cette génération-là, il y avait les agents, il y avait tout ça, et j'avais la chance de moi d'être libre de mon destin. Et en fait, ce qui a fait penser la balance du côté d'Agen, il y a eu plusieurs faits. Alors c'est marrant parce que Agen, c'était vraiment pas un club que je soutenais, que je suivais ou quoi. Moi, j'étais plutôt destiné à aller jouer à la section paloise, par exemple, ou d'autres clubs qui, voilà, à l'époque, j'étais en contact avec Bayonne, Biarritz, et même j'avais vraiment hésité avec le Stade français à cette époque-là où il y avait Fabien Galtier et Max Guazzini qui m'avaient contacté. Mais en fait, Agen, ce qui a fait pencher la balance, c'est que je pense que c'était ceux qui me voulaient le plus, qui me l'avaient montré le plus. Ils faisaient quand même jouer pas mal de jeunes à l'époque. Au moment où j'y signe, ils ont des joueurs exceptionnels comme Roupeni Sossoni Boussa ou François Gélès. Voilà, bon, une génération quand même qui avait marqué le rugby français. Et aussi parce qu'on est beaucoup de joueurs de moins de 19 ans, de ma génération, qui sont déjà là-bas. Et ils avaient vraiment fait le forcing sur cette génération-là. Et du coup, en fait, voilà, c'est ça qui entérine mon choix. Voilà, mon père, par exemple, lui me disait de tenter le coup à Paris parce que lui, de par ses obligations professionnelles, il y était toutes les semaines. Et puis, c'est que le Stade Français, avec Toulouse, c'était le gros club de l'époque. Donc, il m'avait dit, mais tente le coup. Et puis, bon, ça me faisait, j'avais pas envie d'aller si loin de chez moi, quoi. Déjà, à Agen, j'avais l'impression que c'était le bout du monde. Et puis, j'avais pas été à Pau parce que Pau, il descendait juste avant et c'était un peu enfin, c'était un peu le flou dans le club et tout. Et enfin, voilà, je m'étais dit, bon, je vais un peu plus loin. Et puis, je voulais aussi couper un peu avec le cordon d'un côté. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Agen. Agen va, je le disais, descendre, une descente Mm. surprise qui va tout changer parce que d'un coup, il faut conserver certains joueurs et puis il faut surtout dire aux recrues que ça va pas le faire parce que le SUA avait recruté énorme. Byron Keller, Mathieu Bastaro, Arnaud Marchois. Il y avait une vraie transition qui s'opérait avec les jeunes qui poussaient et là, patatras, tout se casse la gueule. Mais ça va t'offrir des opportunités, en tout cas sur le papier. Peut-être d'avoir plus de temps de jeu. Seulement d'un point de vue perso, tu vas connaître 3 ans très difficiles. Si j'ai fait le compte, je crois qu'on est à 5 fois les genoux. 2 fois une déchirure du ligament latéral dans la première saison. Même blessure au genou gauche lors de la saison suivante. En 2009, tu enchaînes, mais croisé latéral externe. Et enfin, retour fin 2006, entorse du genou face à Gloucester. Et là, tu es out pour 8 mois. Ouais. En gros, si je résume, c'est très caricatural, mais le temps passe vite. Tu as 24 ans, tu as fait 40 matchs en 6 ans à Agen. Est-ce qu'à un moment, tu as douté? Tu t'es dit, putain, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, quoi.
Ah, honnêtement, ça a été un chemin de croix. Alors, parsemé de super moments, mais c'était très, très frustrant parce que très vite, j'ai eu du temps de jeu et toujours avec des staffs qui me faisaient confiance quand j'étais apte, en fait. À part la dernière année, mais parce que j'avais tellement été blessé que même, je pense, les entraîneurs, ils étaient désespérés pour moi. Mais sinon, bon, mis à part les quelques semaines qu'il fallait pour revenir au niveau. Sinon, j'avais toujours réussi à revenir vite au niveau, à retrouver du temps de jeu, alors que j'étais quand même très jeune, parce que même l'année où on descend, je suis pas rentré sur le terrain, mais j'ai fait des feuilles de match en top 14, donc à 18 ou 19 ans, je sais plus. L'année d'après, en Pro D2, je joue un peu plus d'une dizaine de matchs. De mémoire, je les ai pas en tête, mais ça doit être quelque Douze. chose comme ça, avec Henri Broncan qui me lance vraiment dans le grand bain et qui me fait confiance. T'en fais Mais 12. ça a été vraiment un parcours du combattant. J'avais une guigne incroyable. Et quand tu parles de doute, c'était pire que ça. Enfin, j'en suis venu à avoir honte de moi et tout, parce que tout le temps, quand tu es le joueur blessé, tout le monde te dit, oh mon pauvre, t'as pas de chance. Des fois, je devais forcément, quand on est pro, même si on joue pas, on doit aller au match et tout. Et j'avais honte de moi, des fois, si j'avais pu rentrer dans un trou de souris plutôt que de devoir aller voir jouer les copains, j'aurais fait. C'était vraiment. Et je pense que, bon, il y avait le fait que enfin, physiologiquement, j'étais très, très souple et très, très laxe. Et du coup, j'avais cette fragilité en ayant grandi très vite. J'avais sûrement pas ma maturité physique. Et du coup, j'étais très fragile sur les genoux, quoi. Je faisais des entorses facilement. Je pense qu'aussi je devais mal me placer ou je sais pas. Et puis enfin, un manque de chance incroyable. Le premier croisé que je me fais, c'est un mec qui me jette en touche. Il y a une faute énorme. C'était à Lannemezan. L'année où on monte, je joue tous les matchs. Je suis titulaire. Enfin, ça se passe hyper bien. Enfin, pour la petite histoire, je suis en contact avec Toulon de Boudjelal déjà, qui était entraîné par Saint-André. Du coup, Agen me dit vraiment, il faut que tu continues avec nous. Et la semaine d'après, j'ai un match à Lannemezan où je devais pas jouer parce que je devais être au repos. Je sais pas qui c'est qui est malade. Et moi, j'y vais. Puis un mec me jette en touche et je me pète le croisé, quoi. Voilà, des trucs comme ça. Après, là, je mets 8 mois à revenir, comme tu l'as dit. Je commence à peine à retrouver mon niveau au bout de même pas enfin, une petite dizaine de matchs, on va dire. Je sais plus combien, mais et puis on va à Gloucester en H-Cup, pareil, ou en Challenge Cup, un match où je dois être remplaçant, je sais plus, je sais pas même si c'est pas Damien Lagrange qui devait attaquer, mais qui a un petit souci dans la semaine, et du coup lui il est remplaçant, et moi j'attaque le match, et puis une action vraiment toute bête, un ballon qui traîne, je veux le dégager en touchant le pied parce qu'il y a le feu, et un mec qui se jette sur le genou, sur le ballon à ce moment-là, il tombe sur mon genou, la jambe pliée, complètement à l'envers. Bon, le genou défracté, je vois deux chirurgiens qui me disent, ou trois même, qui me disent que ma carrière est finie. Enfin, même j'étais en Angleterre, les médecins ils étaient vraiment très inquiets parce que j'avais le genou plus gros que les cuisses. Bon, un enfer, franchement. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que franchement, je me donnais à fond pour pouvoir bien revenir. Et puis voilà, et puis j'ai même une fois j'ai rencontré les dirigeants qui m'ont dit est-ce que tu as pensé à ta reconversion et tout. Enfin, le message il était assez clair, quoi. Plus personne ne croyait en moi dans le club, si ce n'est mes amis proches, notamment Damien, toute une bande de copains, et aussi Gianni Nargissi qui a été incroyable pour moi, le talonneur à l'époque d'Agen, qui a été un mec extraordinaire pour moi, il jouait 80 minutes le samedi et le dimanche il venait faire 80 bornes de vélo avec moi pour que je me remuscle la jambe, pour que je puisse recourir et tout. Et voilà, et en fait, je pense que toute la suite de ma carrière, qui a quand même été encore jalonnée par les blessures, mais beaucoup moins, enfin, j'ai trouvé ma force là-dedans, quoi, parce que le jour où AGM m'a dit, bon, mais merci pour tout, mais c'est fini, ça a été très très dur parce que moi j'y avais passé 6 ans et puis ma fierté faisait que j'avais envie de jouer enfin et de pouvoir rendre au club ce qu'il m'avait donné pendant 6 ans. Ben, j'ai pas pu le faire et au final ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée que AGM m'ait mis dehors, quoi. Parce que tu vas jouer trois petits bouts de match lors de la saison 2011-2012, on l'a bien compris, hein. Agen et pas mal d'observateurs croient plus vraiment en tes chances, mais il y a quelqu'un qui va te tendre la main et qui va marquer ta carrière, forcément, c'est Christophe Furios.
qui, si je ne me trompe pas, vient de chercher pour espérer monter un projet intéressant avec Oyonnax. Oyonnax, est-ce que déjà tu sais où c'est sur une carte avant d'y signer? Parce que c'est quand même Ben, en fait, pas... oui, pour la petite histoire, et c'est quand même ce qui a fait que Christophe vienne me chercher, c'est que je sais pas comment, parce que comme tu l'as dit, j'ai joué une quarantaine de matchs avec Agen, j'avais quasiment tout le temps joué les matchs contre Oyonnax en Pro D2. Ok. Alors, je sais pas comment, mais à ce moment-là, j'étais pas blessé quand on les jouait. Et honnêtement, à chaque fois, on y allait en bus, il fallait faire 10 heures de bus. On arrivait là-bas, il y avait la neige. Alors, bon, moi, la neige, je connais, mais en fait, on avait l'impression d'arriver au bout du monde. Et je disais toujours à mes potes en rigolant avant que Christophe vienne me chercher, à Oyo, j'irai jamais. S'il y a bien un endroit en France où je voudrais passer là-bas, je préfère arrêter ma carrière et rentrer jouer à mes potes à Oloron plutôt que d'aller à Oyonnax. Et honnêtement, à la fin d'Agen, bon, moi, faut pas se mentir, quand Ça se Agen me bouscule dit que c'est pas. fini, mon téléphone, j'étais vraiment pas bousculé par les appels des autres clubs ou de mon agent. Et un jour, mon agent, il s'appelait Jérôme, enfin, il s'appelle Jérôme, il, il me dit, bon, ben, j'ai Oyonnax qui est intéressé. Et là, c'était la désillusion, je dis, ah, franchement, et tout. Le coup de massue. Christophe Furios m'appelle, je m'en souviens très bien, j'étais chez moi à Agen. Et elle m'a dit, ouais, Thibaut, il faut que tu viennes me voir et tout. Je dis, non, c'est gentil, Christophe, mais franchement, je veux rentrer chez moi, c'est Oyo, c'est trop loin. Et il m'a dit, non, mais moi aussi, je suis du sud-ouest, je suis de Carcassonne, enfin d'Olonzac, et tu vas voir, je suis sûr que ça peut matcher entre nous, viens me voir. Et quand même, je me suis dit, en parlant un peu avec mes parents et tout, ils m'ont dit, mais s'il y a un mec qui te veut, il faut aller le voir au moins, quoi. Et du coup, je suis monté à Oyo et au bout, on a on s'est vu, je me souviens, il faisait pas beau, il faisait froid, lui, il a débarqué en short. Euh, et puis, au bout de 5 minutes au resto avec lui, j'ai mangé avec donc mon agent, le président de l'époque d'Oyonnax, un des présidents de l'époque, et puis Christophe. Et au bout de 5 minutes, on n'avait pas attaqué l'entrée, que mon choix était déjà fait. Je me suis dit, mais ce mec, il faut faut faire quelque chose avec lui. C'est pas possible autrement. Le charisme qu'il avait, la façon dont il m'a parlé aussi, ça a tout changé, rien que psychologiquement. Il m'a dit, moi, tes IRM du genou, j'en ai rien à cirer, je veux même pas les voir. Tu te blesseras plus. J'en suis convaincu, tes genoux maintenant, ils vont tenir. Tu as 24 ans et donne-toi cette chance-là. Et voilà. Et je suis rentré chez moi. Puis après, il m'a enfin pour mes derniers matchs avec Agen, parce qu'entre-temps, Agen m'a quand même permis de sortir un peu par enfin, la grande porte, c'est un bien grand mot, mais de Pas en sortir proprement, catimini. quoi. Mais voilà, En ayant battu de grosses équipes comme Toulon, le Racing, et d'avoir assuré le maintien. Donc j'ai pu finir sur une bonne image. Christophe, il m'a envoyé des messages. Enfin, il a fait les choses tellement bien et il m'a donné de confiance en moi très rapidement. Et puis après, ça a été l'année d'après, j'ai pas eu une blessure, je pense, enfin, ou rien du tout, quoi. Et puis on a défoncé tout le monde alors que on avait qu'une équipe de mecs comme moi que ça ressemblait pas à grand-chose sur le papier. Et puis voilà, et puis l'histoire était partie. Après, ça a été que du bonheur, hein. cette année-là, Oyonnax, tu vas faire ta saison la plus pleine en termes de temps de jeu, en termes de matchs, en termes d'essais aussi. C'est un détail, mais tu as marqué 2 essais, soit 2 fois plus que depuis le début de ta carrière. Ouais, Euh, Cette année-là, tu l'as dit, Oyonnax, c'est un peu la surprise du chef. Ils avaient fait une très bonne saison. Ça faisait partie des équipes solides de Pro D2, un peu surprise, mais solide. Et cette année-là, c'est la folie totale. Puis ça se conclut par une montée où, pour une fois, tu es pleinement impliqué. Pour rappel, parce qu'on ne l'a pas évoqué, tu vas connaître une première montée avec Agen, mais blessé. ouais, J'ai lu que tu disais que tu ne te sentais pas champion, tu ne te sentais pas ouais. appartenir à cette montée finalement. Là, ça va pas du tout être le cas à Oyo. Et puis, tu l'as évoqué, un groupe de copains qui se forme, qui est presque plus fort que l'aspect sportif en fait. Ah ouais. Bah, quand même, pour venir à Agen, ce qui était frustrant, c'est que je te dis, je me blesse au bout enfin, pas tout à fait la mi-saison, mais j'avais quasiment fait tous les matchs. Donc, j'étais quand même dans la peau d'un titulaire. Mais en fait, quand tu te blesses en novembre et que le championnat il finit en mai, même si quand tu jouais, tu étais titulaire, bon, on se souvient de toi 15 jours et puis après, c'est fini, quoi. Et même moi, oui, moi, j'ai levé le bout de bois et j'y avais contribué. Honnêtement, j'avais contribué, j'avais amené ma pierre à l'édifice.
mais je me suis pas senti, ouais, il avait pas le même goût pour moi, alors je l'ai fêté, hein, parce qu'on était une bande de potes et tout, mais clairement, celui d'Oyo, là, j'avais vraiment contribué, voilà, au même titre que ce groupe de fous furieux qu'on avait. Et puis, on était en mode rouleau compresseur, c'était incroyable. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver. On a réussi à renverser des matchs incroyables cette année-là et c'était fabuleux. Vraiment, je pense ma plus belle année dans le rugby de loin, quoi. Un truc de fou, puisqu'on a créé entre nous, les joueurs, on passait même presque les jours de repos, on essayait de se voir parce qu'on s'ennuyait. Et j'ai pas retrouvé quelque chose d'aussi fort ailleurs après, à Castres quand même, mais à ce niveau-là, je sais pas. C'est peut-être justement le fait d'être dans l'isolement, pas, et vous n'étiez pas reclus et il y avait Internet, mais je veux dire isolement géographique, le fait de partager beaucoup de voyages ensemble, et puis des joueurs, que tu l'as dit, revanchards qui revenaient. Certains dans le professionnalisme, hein, on prend, je donne quelques noms comme ça de cette époque-là. Évidemment, Jody Genecker, qui va être aussi à Castres, Clément Bayoko, Valentin Oursaké, Fred Slade, Joël Abd, Christophe André, une charnière niveau Pro D2, plus Julien Audy, Benjamin Ourdapileta, Ouais, avec un tronc d'arbre au milieu de terrain qui s'appelle Romaitan Selpiun. Florian Denos qui est revanchard comme pas permis. Il y a plein de profils différents et ça crée quelque chose d'unique en fait. ouais. Et avec quand même un point commun sur beaucoup de joueurs, c'est qu'on enfin, on était tous un peu du sud-ouest quand même. Et du coup, on a Mm. créé un peu une petite diaspora. Puis on était quelques-uns d'être jeunes, célibataires. Donc voilà, moi de suite, je me suis lié d'amitié avec Antoine Tichit, par exemple, Oui. avec qui je pense que je sais pas combien de mêlées on a fait ensemble. Mais enfin, bon, voilà, Christophe André, qui était un peu plus vieux que nous, mais pas beaucoup. Puis bon, Benji, Urda, Pileta, des mecs en or, et puis tellement talentueux, quoi. On avait quand même des joueurs, Benji, Urda, Pileta, tu parles du haut niveau Pro D2, c'était au niveau mondial, quoi. Même Ah pas bien encore sûr. à ce niveau-là, mais on avait un 10 en Pro D2, ça n'existait pas, des mecs comme ça, puis il fait plus de plaquages que les troisième lignes. Non, vraiment, il était né un groupe énorme et moi, je crois que les trois meilleurs marqueurs des CU championnat, c'est trois joueurs de chez nous cette année-là. Il y avait un autre, un Tongien et Mani Paya au milieu du terrain qui faisait Ouais. 120 kilos, il fracassait tout le monde. Ouais, ouais, c'était enfin, une équipe que personne n'avait trop vu venir, mais après qui a vraiment fait une saison incroyable. Je reprends un peu les. Parce que en même temps que tu me parles, ouais, Emani Paya, 9 essais, Florian Denos, 16 essais, et Jonathan Bousquet, 9 essais. Bousquet, on va en parler dans quelques secondes, parce que Ouais, suite à la montée, euh, la saison de Top 14 se profile. Il y a déjà ce premier rendez-vous à Maton où Clermont se présente, le grand Clermont, celui qui fait peur à tout le monde. On vous promet l'enfer. Clairement, c'est le premier gros test. La première journée, c'est pas forcément très bien passé pour Oyo. C'est la deuxième journée. Sur le papier, vous allez prendre une rouste et vous sortez un match monumental. Victoire 33-19, si je de mémoire. ouais. Je crois que c'est ça. J'ai plus ces 30 points, mais je sais plus ouais, le score en tête. On a failli prendre le bonus, on se fait refuser un essai à la fin, sinon on avait le bonus offensif. Et ce match-là, c'est totalement fou. Et j'ai cru entendre une vidéo où tu dis que c'est un de tes plus beaux souvenirs de rugby. Ouais, ouais, c'est vrai parce qu'en fait, en Pro D2, on avait quand même un stade qui ressemblait plus à de la Pro D2, même presque à de la fédérale, quoi. Bon, une tribune avait été refaite et tout, mais c'était quand même pas le stade qui existe maintenant à Charles-Maton, qui est un outil fabuleux. Mais bon, un stade plein à craquer, une ambiance de feu, c'était vraiment la petite forteresse, quoi, qui recevait le Grand Clermont, je crois double finaliste ou finaliste de H-Cup, je suis sûr, et en championnat, enfin, c'était le Clermont de Verne-Cotter, quoi, qui avait des grands joueurs, Sivi Vatou, Voslo, etc., etc., Brooke James. Voilà, et puis bon, je pense eux qui s'attendaient pas forcément à cette fougue-là, et nous, le couteau entre les dents, parce qu'on avait tellement peur d'être ridicule que, ben, on s'est, je sais pas moi, on était en transe, quoi, clairement, et ça a lancé la saison, en fait. Euh,
On avait été le pré-match à Bayonne. Bon, clairement, on n'avait pas fait vraiment pas un bon match. En plus, on a été pris par le truc un peu, je pense. Et on n'avait pas été au niveau. Mais bon, ça nous avait pas plus inquiété que ça. Christophe, il avait été très fort dans la semaine. On avait de suite basculé. On avait super bien préparé le match et ouais, ça nous avait lancé, quoi. On avait pris confiance en nous. Et puis après, on avait été, voilà, on fait pour un promu, on fait une super saison, quoi. Ouais, vous faites déjà, sur ce match-là, vous allez mener 20-0 quand même, hein. Ouais, à la Face à mi-temps. Clermont. C'est la rafale totale. Je me rappelle d'un essai de Genecker, je crois. Ça doit être à la Oui, 25 ou 30e minute. C'est après une action de fou, quoi. ouais, C'est-à-dire que j'ai ouais, l'impression que le club de top 14, le club qui installé en top 14 depuis longtemps, c'est vous, quoi. Ça joue avec une justesse. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion et vous écoutez ce podcast, à retrouver cet essai de Jeudi Genecker. Alors, je vais vous donner toutes les infos, comme ça vous allez pouvoir trouver ça. C'était le 24 août 2013, coup d'envoi à 15 heures et essai de Jody Généquer à la 25e minute. Voilà, allez, précipitez-vous pour revoir cette action, c'est magnifique. Reste que cette saison, pour un promu, elle est plutôt belle, mais le dénouement est incroyable parce que vous allez vous maintenir à la dernière seconde de la dernière journée. C'est-à-dire, ouais. concours de circonstances hors normes, mais essai du bout du monde de Jonathan Bousquet qui sauve Oyonnax et qui condamne Perpignan. Tu te rappelles de ce match-là, de ce scénario de... Vous étiez au courant que si vous marquiez, c'était Ouais, fait? ouais, on avait le score sur. On sait qu'à la mi-temps, par exemple, on fait une mi-temps catastrophique. Brive nous prend à la gorge et nous ratatine. Et on sait qu'à la mi-temps, je me souviens, il y avait Jeff Cooks qui était avec nous tout le temps, mais qui était, je crois, qui était blessé de mémoire au genou, qui nous dit, les gars, réveillez-vous, c'est pas bon, les résultats sont pas bons. Parce qu'il fallait que, je crois que Perpignan, il fallait qu'ils aillent à Clermont chercher un point et ils le faisaient en fait, C'est ça. de mémoire. Voilà, et du coup, on sait qu'il nous faut un bonus. Et à la fin, John Bousquet, qui en plus, je crois, est signé à Perpignan, C'est si mes ça. souvenirs sont bons, c'est lui qui met l'essai de la délivrance à la fin du match. Enfin, il reste 5 minutes après, mais et on va chercher notre maintien. Et voilà, c'est Biarritz, le grand Biarritz qui descend, et Perpignan aussi qui a des internationaux. Donc, un exploit vraiment majeur. Cet exploit-là va ouvrir les portes de quelque chose d'encore plus fou pour Oyonnax. On fait des petits bonds dans le temps. Saison suivante, c'est ta troisième à Oyo. Tu as connu une montée, tu as connu un maintien à la dernière seconde. Et la troisième saison, c'est celle de, on va dire, l'état de grâce pour cette génération d'Oyonnax, parce que vous passez tout le monde à la moulinette, tout simplement. Venir jouer à Maton, c'est une tanasse absolue. Vous mettez des pétés à presque tous ceux qui se présentent. Et vous allez terminer la saison barragiste, ce qui semble totalement surréaliste au vu du budget, au vu de l'effectif, de l'expérience du groupe. Et pourtant, vous ne volez pas votre place parce que vous produisez un rugby, certes rude, mais franchement plaisant. Euh, cette saison-là, c'est un rêve pour toi ou t'y avais même pas pensé? Pouvoir être barragiste, sixième du championnat avec Oyo. Eh ben, honnêtement, on avait en fait, je me souviens toujours du stage de début de saison. Je sais plus où c'est qu'on va, mais en tout cas, on faisait avec Christophe, on votait les objectifs, c'était très partagé avec le groupe. Tout le temps, on mettait tout en commun et après, c'était les votes qui faisaient nos objectifs, par exemple, comme nos valeurs. Et je me souviens d'une scène, en fait, on avait des recrues de haut niveau, mais il y a certains, on les connaissait pas. Euh, et en fait, les recrues, en gros, on a un mec qui nous arrive des Harlequins, et qui était joueur à 13, et puis après, grand joueur des Harlequins. Maury Fasavelu, international samoa à 15 et anglais à 13, un des meilleurs joueurs du circuit à 13. Lui, il parlait pas français, il arrive, je crois, 2 jours avant qu'on parte en stage. Et en stage, il se lève et il nous dit, moi, je suis venu pour être champion de France. Et en gros, nous, on rigole presque. On dit, mais qui Ouais. c'est ce mec? Enfin, il a fumé quoi avant d'arriver à la réunion parce que je pense qu'il connaît pas le top 14. Et du coup, moi, je me souviens avoir pris la parole à cette réunion et de dire, moi, je préfère être le Giroud du top 14 plutôt que d'annoncer
des choses comme une qualif ou même aller chercher un titre, alors que si, enfin, on sait très bien qu'en top 14, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et ça avait été chaud la réunion, parce que je me souviens d'Olivier Missoupe qui dit non, mais moi aussi je suis venu pour me qualifier, enfin, d'autres joueurs, et c'était un peu marqué pas les étrangers contre les Français, mais c'était pas ça, mais c'était vraiment les joueurs qui avaient joué un peu, qui arrivaient d'autres clubs et tout, qui n'avaient pas connu la saison d'avant, euh, très très ambitieux. Et nous qui avions connu le dénouement à Brive et tout ça l'année d'avant, on disait, oh les gars, enfin, déjà on va commencer par se maintenir et puis après on va voir la suite. Et, et voilà, et en fait, le début de saison, le premier match, on doit gagner à Toulouse, honnêtement. On va faire des 29, ouais. Un match très, très. Enfin, bon, maintenant, avec le recul, on peut le dire, c'est un vol parce qu'on doit gagner ce match. Et en début de saison, on est presque injouable, sauf qu'on se pète tous les uns après les autres et que du coup, on a la moitié de l'équipe sur le flanc et qu'on fait un automne catastrophique. On se retrouve en position de relégable, c'est chaud. Et puis là, 4 on se défaites de retrouve suite. pareil. Ouais, on se retrouve pareil. Toulon vient nous battre chez nous, Clermont aussi, alors qu'on les avait battus les deux l'année d'avant. On gagne pas un match à l'extérieur. Enfin, vraiment compliqué. Et là, on se retrouve les cadres avec le staff. Christophe qui dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change nos objectifs? On dit non, non, on reste sur ça, essayer d'être, je crois, c'était dans le top 8 ou le top 10. Et puis l'équipe allait au Racing, et puis voilà, elle gagne au Racing, et puis à partir de là, après, c'est revenu. C'est revenu, quoi. Puis à la fin de saison, on finit en boulet de canon, on gagne au Stade Français, on gagne à Clermont. Voilà, mais avec vraiment une équipe solide, quoi. On était vraiment pénible à jouer. Et puis des top joueurs au top niveau, quoi, comme Benji Pileta, par exemple, et Silver Tian. Voilà, devant, on faisait le taf, et puis derrière, on avait des éléments. Clés. Je pense qu'il nous manquait un peu de. Honnêtement, même le match à Toulouse en barrage, on va peut-être en Ouais. parler, mais on mène quasiment tout le match. Et je pense on avait quelques blessés importants à ce moment-là. Je pense qu'avec un banc un peu plus fourni, on gagnait ce match, quoi. Sur cette saison, juste avant de parler du barrage, il y a une série de victoires au couteau hein, contre Toulouse, Bayonne, le Stade français à chaque fois, 9-3, 12-9, 15-13, 11-10 à Clermont. Voilà, il y a cet ADN. J'aime pas trop faire dans la caricature parce que résumer la Paturios, entre guillemets, à un jeu de bourrin, c'est complètement con et c'est réducteur. Mais il y a quand même des vertus communes à toutes les équipes qu'il a managées qui sont l'identité, le combat, le courage. Tu te reconnais dans ce rugby-là? Complètement. Complètement, parce que c'était quand même. Mais il faut pas, comme tu le dis, il faut pas nous résumer cette équipe-là à ça, parce qu'il y avait vraiment du talent. Il y avait vraiment des joueurs de classe. Je pense à Vili Marafou, notre 8 avec Sergio Parisse à l'époque, c'est le meilleur 8 du top 14, quoi. C'est un mec, la classe. Donc on avait des joueurs comme ça. Jody Geneker, c'est un des meilleurs talonneurs du championnat. Benji Odapieta, c'est un des meilleurs 10 du championnat. Au centre, on avait Mani Paea, Pierre Aguillon, Guillaume Boussès, Roy Anselpune. Bah, ça rigolait pas du tout quand même, hein. On avait des joueurs, Flo de Nos à l'arrière. Enfin, on avait des joueurs, mais surtout on avait un supplément d'âme qui était notre collectif. Et après aussi, on était très très restreint cette année-là par notre terrain. Alors forcément, ça nous a fait gagner des matchs. Je me souviens plus. Je crois que c'est la première année. On gagne le Racing 6-0 chez nous face à Jonathan Sexton et tout ça. Bon, honnêtement, le match, on ne pouvait pas se faire de passe. Le terrain, c'était une purge. Mais franchement, pour ceux qui ont revu des matchs de l'époque, moi, je les avais jamais revus. Je les ai revus pendant le Covid. On met des essais contre Toulon de 100 mètres. Enfin, on joue au rugby. La deuxième année, on était vraiment fort. Et le terrain d'Oyo vraiment nous desservait à nous plutôt qu'aux autres, quoi. La première année, ça nous a quand même permis de faire, je parle notamment de ce match du Racing. Bon, il faisait -20, en face, il y avait Rocco Socco, je sais plus qui, ils n'ont pas passé une bonne après-midi, quoi. Ouais, On c'était pas sentait qu'ils avaient vraiment envie d'être dans le bus. à un autre endroit que là, quoi. Ils étaient pressés de reprendre le bus pour repartir parce que là, c'était trop. Voilà, c'est ça. Bon, après, on peut pas leur en vouloir. J'ai jamais joué derrière, mais je sais que, bon, vu qu'on était nuls, on faisait pas de passe et certains ailiers préféraient avoir les mains dans le short. Ils savaient qu'ils allaient pas avoir de ballon de toute façon, donc bon, c'est pas grave. Au retour justement à ce barrage, avant d'avancer un peu quand même dans ta carrière, parce que
c'est de ma faute, hein, on est un peu lent. Il y a ce barrage face à Toulouse, le grand stade toulousain avec Goutros Steenkamp, Albacete, Picamol, du Sautoir, Fritz, Vincent Clerc, UGM, Médard. Bon, bref, c'est la grosse équipe du stade toulousain. Et pourtant, aussi grosse soit-elle, elle va trembler face à vous, et longtemps, jusqu'à la 74e minute. Vous êtes devant tout le match. Un essai de Paya et un Benjamin Iruda-Pileta de gala qui, qui porte l'équipe, en tout cas au score. Et puis il y a cet essai à la 74e minute qui signé Cyril Bay qui va permettre à Toulouse de s'imposer. Euh, tu sens que cette génération d'Oyo a vécu qu'au coup de sifflet final de ce match-là, on sait que certains vont partir et tout. Ça y est, la page se tourne. Ouais, ouais, c'était. Bon, je me souviens comme si c'était hier. C'était à la fois une énorme fierté parce qu'on avait joué les yeux dans les yeux avec Toulouse et franchement, pareil, c'est comme la première fois qu'on a reçu Clermont. Là, on se disait, premier match de phase finale de top 14 pour beaucoup d'entre nous. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on était quand même en confiance face à Toulouse. Et voilà, le match qu'on fait, il manque que la victoire, honnêtement, parce ça pouvait tomber de notre côté aussi bien que du leur. Je pense que l'expérience avait parlé, puis ils avaient ce banc de jeunes avec Cyril Bayet à l'époque qui nous avait fait mal quand il s'était rentré. Oui, oui, à la fin, dès que c'est sifflé, on sait que l'aventure est finie. Et moi, j'avais plein de sentiments qui se mêlaient, quoi. J'étais à la fois fier de ce qu'on avait fait, du match qu'on avait fait, aussi très triste de quitter cette aventure parce qu'on partait tous sur des horizons différents et honnêtement, on n'avait pas envie de se quitter. Et je pense que si, avec le recul, ça se passerait peut-être différemment parce que on, voilà, même si on a eu des super expériences tous après, ce qu'on vivait là, c'était hors du temps. Et je me souviens de Jeff Cooks qui nous disait souvent, parce que lui était plus âgé que nous, vous vous rendez pas compte, les mecs, ce qu'on vit, c'est pas un top 14, ça n'arrive dans très peu de groupes, quoi. Et on n'avait pas moi, j'ai passé 3 ans, j'avais pas l'impression d'être professionnel, quoi. Ouais. On faisait plein de trucs ensemble. Bon, les premières années, en plus, on était célibataire, on sortait beaucoup sur Lyon, Genève, Annecy, parce que c'est quand même un endroit en France qui bouge pas mal. Alors, pas Oyo en lui-même, mais tout ce qu'il y a autour, c'est sympa. On avait créé des affinités avec même les gens du territoire et tout, qui étaient superbes. Ouais, du coup, là, on savait que c'était fini, quoi. Et c'était pas facile de quitter un tel groupe et un tel club. D'autant que le changement pour toi va être radical, puisque tu passes de Oyo, le club à l'image la plus familiale du top 14, au Galactique de Toulon. Et tu dois, en plus, arriver dans un effectif où, en deuxième ligne, Ali Williams et Bakis Bota viennent de partir, où tu es censé former l'attelage, en tout cas sur le papier, avec Paul O'Connell, dans une équipe, franchement, totalement ouf. Voilà, c'est Ouais. terrifiant. Tu te retrouves dans un club de fous, mais aussi avec des fous. Jacques Delmas, Bernard Laporte, Mourad Boudjelal. Bon, Mourad avait envie de manifestement travailler avec toi, puisqu'il t'avait déjà fait une première proposition quelques années avant. Ça se refuse pas à Toulon, en fait. Les choses sont aussi simples que ça. Non, ben pour refaire l'histoire, l'année d'avant, avant qu'on aille jouer notre maintien à Brive, Toulon s'était déjà renseigné quoi, sur moi si jamais on descendait. C'est ça qui est très dur souvent à gérer pour les clubs qui jouent le maintien. C'est Oui. que en Les plus de bons jouer joueurs, pour le ils sont maintien, braqués. les clubs, les joueurs on a tous des clauses de descente et les joueurs se font contacter à ces moments-là. Donc il faut être très fort dans sa tête de se dire, là clairement, en plus, rien que sur l'aspect sportif, mais même sur l'aspect financier, entre les salaires qu'on avait à Oyo et ce qui se pratiquait à Toulon, par exemple, on n'est pas sur du tout le même monde. Donc, heureusement, la première année à Oyo, on était tous très câblés pour se maintenir et tout, parce que et je pense que c'est peut-être ce qui a fait la différence, ce qui nous a permis de rester ensemble et soudés pour pouvoir se maintenir. Mais ouais, ça faisait déjà 2 ans que Toulon, il me parlait. Et puis l'année là où on fait le barrage à Toulouse, donc moi je sais plus, je signe assez tôt quand même dans la saison à Toulon, ça doit être en novembre ou décembre, un truc comme ça, enfin novembre peut-être. Mais en fait, il faut savoir que Toulon, il me contacte en septembre, quoi, alors que la saison elle a à peine repris. Moi, je fais partie des capitaines à Oyo.
c'est très fin. Moi, j'étais attaché à Oyo énormément et c'est très compliqué à gérer. Donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été voir Christophe Furios et pour lui dire, lui aussi, il était en fin de contrat. Et je me souviens, hein, c'était au centre d'entraînement. Je lui dis, mais Christophe, qu'est-ce que tu fais l'an prochain? Moi, je voulais vraiment continuer avec lui. Et il me dit, mais je sais pas. Et je lui dis, bon, ben voilà, moi, il y a Toulon qui m'a contacté. Et il me dit, écoute, franchement, Thibaut, Toulon, c'est le Real Madrid et ça se refuse pas. Voilà, bon, et partant de là, c'est pas lui qui a fait la décision parce que j'avais quand même envie, je me disais, puis surtout c'était mon parcours qui faisait 3 ans avant, plus aucun club me voulait. Agem m'a dit très gentiment d'aller voir ailleurs. Je me suis retrouvé tout seul. Et là, en fait, il y avait le club 3 fois champion d'Europe qui me contacte, avec Guito, Manonou, etc., etc., quoi. Donc en fait, je me dis, mais c'est génial, j'ai réussi en 3 ans à inverser la vapeur, alors que voilà, même les chirurgiens me disaient que je ne pourrais plus jamais recourir. Et voilà, donc honnêtement, très vite, surtout quand j'ai eu l'aval de Christophe, je me suis dit, bon, ben écoute, de toute façon, si je le fais pas là, j'avais 25 ans ou 20, non, mais 26 ans, enfin 25 ou 26 ans, j'avais, je sais plus un truc comme ça. Et puis j'étais ambitieux, je me disais, c'est peut-être une chance pour moi. J'étais la dernière année d'Oyo, je suis dans la pré-liste pour la Coupe du Ouais. Monde. Donc, parce que forcément, je me fous un pet, je sais plus, je peux pas aller à un rassemblement, enfin des trucs comme ça. Mais je me dis, bon, si je veux goûter au niveau international, c'est peut-être la dernière chance, enfin, la dernière chance, c'est peut-être la chance de ma carrière. Et donc, c'est pour ça que je rejoins Toulon. Malheureusement, la mayonnaise va pas forcément prendre. Septième journée face à Grenoble, tu vas payer pour les autres. Défaite 33-29 et derrière, tu vas prendre ce qu'on appelle communément un petit repos forcé au frigo. Tu C'est comprends ça. vite, tu comprends vite que tu vas avoir du mal à rejouer. Ouais, ouais, bah en fait, bon, pour ça, c'était bien parce qu'avec Bernard Laporte, les choses étaient dites de façon très claire. Donc, Voire il direct. a, je savais très bien où j'en étais. Ouais, ça a été très bizarre parce qu'au début, j'arrive à Toulon, je joue tous les matchs. Ah, t'enchaînes beaucoup. Sur un plan personnel, ça se passe plutôt bien, mais forcément, il manque 20 joueurs de la Coupe du Monde, alors nos résultats ne sont pas flamboyants, mais on réussit quand même après un début un peu poussif, on réussit à se mettre pas trop mal. Et puis voilà, et puis bon, je me loupe comme pas mal de mecs, mais c'est vrai que moi j'avais été particulièrement mauvais ce jour-là à Grenoble, en loupant des plaquages, enfin bon, un match vraiment sain. Et voilà, je pense que je sais plus, mais déjà, il me sort à la mi-temps, dans le vestiaire, 41e, ouais. il me pourfend. Et puis le lendemain, il me dit que je suis une erreur de recrutement, que je jouerai plus de la saison, voilà, devant tout le monde. C'est des moments qui forgent. Voilà, donc sur le coup, forcément, on ne le vit pas bien du tout. On entend tous les autres se marrer. Donc quand il y a 50 personnes à la vidéo et que, voilà, clairement, à la vidéo, la première mi-temps m'était dédiée. Donc, c'est 40 minutes très très longues. Voilà, l'ego, on prend énormément un coup, enfin tout, la confiance, tout ça. Mais après, la tenue parole, j'ai pas joué pendant 2 mois, je pense. En plus, au moment où je dois rejouer, j'ai un petit pet au mollet, rien du tout, un truc de 2 semaines, mais du coup, mon retour est reporté. Donc, je crois que je reviens que fin décembre ou début janvier, même peut-être, un truc comme ça. Et voilà, et après, en fait, je comprends que je fais les feuilles de match, je suis remplaçant, mais je comprends que je serai plus titulaire, quoi, que c'est fini, il a plus confiance en moi, en fait. Et voilà, et franchement, je fais pas des mauvaises rentrées. En plus, après, alors, rien de transcendant, hein, mais petit à petit, je réussis à me détacher un peu en me disant, bon, mais de toute façon, maintenant, c'est fait. Je suis là, il faut que j'assume. Je réussis à me remettre un peu en piste. Voilà, je partais. Enfin, à côté de ça, je vis des phases finales de H-Cup. Je joue quasiment tous les matchs de la saison en H-Cup, alors remplaçant, hein, mais je suis dans le groupe. Et puis, honnêtement, c'était bien, c'est qu'il y a des clubs où, quand tu es remplaçant, tu rentres pas forcément. Eux, pour le coup, ils coachaient tout le temps et assez rapidement. Donc, je joue tout le temps une demi-heure, 25 minutes, 35 minutes, des matchs hyper importants. On va se chercher la qualif en quart de finale contre les Waps à la 83e. Voilà, donc à Mayol. Enfin, c'est des super moments. Paradoxalement, j'ai eu des moments très durs à Toulon et avec le recul, c'est un super souvenir parce que ça m'a vraiment forgé et surtout pour ma vie d'homme au-delà du rugbyman. Voilà, et puis Ça fait quand même,
ça fait quand même 2 fois où tu es touché dans ton orgueil, dans ton ego, dans qui tu es. Une première fois à Agen avec les blessures et une deuxième fois à Toulon avec le management parfois excessif de Bernard Laporte qui, on ne peut pas lui retirer, aura des résultats partout où il est passé, mais a aussi fait du mal à des joueurs parce que c'est sa façon d'être. Et puis, juste pour remettre les choses en perspective, il se trouve que Toulon a perdu Dani Rousseau, Bakis Bota, Ali Williams. Mais il reste encore Samu Manoa, Mamuka Gorgodze, Constantine Nikotadze, José Suita, Romain Taofifenua. Enfin, c'est pas comme si tu étais remplaçant dans une équipe de truffes, quoi. C'est quand même que des monstres. Euh, Reste qu'au bout d'un an, on est obligé de faire le constat que c'est un petit échec, même si j'aime pas le mot échec, mais ce n'est pas une réussite, voilà. Non, mais clairement, ça reste. Je pense qu'il y a eu. En fait, rapidement dans la saison, j'étais quand même encore en contact avec Christophe Furios. Et moi aussi, en fait, il y a eu plusieurs facteurs. Moi, je me suis, avec le recul, je trouve que j'ai été faible quand même. J'ai vite lâché le morceau et ça me ressemble pas forcément. Ça, je regrette un peu. En fait, j'avais tellement d'espoir dans ça que j'ai été un peu déçu. Puis c'était tellement différent de ce que j'ai vécu avec ce que je m'attendais. Voilà, c'était tellement cadré avec Christophe, euh, tellement sur l'humain, voilà, quelque chose qui me correspondait vraiment. Et là, un fonctionnement différent, alors qui a fait de ses preuves, à n'en pas douter. Voilà, mais enfin, Pour aller dans comment ton sens, pour aller dans on ton sens, s'en- on peut ouais. difficilement faire plus opposé quand même que Bernard Laporte et Christophe Furios. Enfin, Oui, oui, enfin, mais c'est pas des, enfin, c'est incomparable, ouais. Mais enfin, voilà, même tu vois, sur le prisme du management et des personnalités, de ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent et comment ils traitent, comment ils analysent et ils abordent le rugby. Je pense que pour avoir discuté avec les deux, à mes yeux en tout cas, c'est les deux plus opposés que j'ai pu voir dans le rugby. Donc je comprends que, et puis c'est pas une question de qualité, hein, les deux sont des coachs immenses, mais je pense qu'il y a des joueurs qui se sont éclatés avec Bernard Laporte et qui ne s'éclateraient pas avec Christophe Furios. Et à l'inverse, tu fais partie de ceux qui, parce que Christophe est venu te chercher à un moment où tu n'étais pas bien et parce que vous vous êtes compris, euh, bah, quand au moment où ça va pas bien, tu dois te tourner vers quelqu'un, c'est normal que ce soit vers lui et tu vas te retrouver à Castres. Ouais, bah, mais en plus, il y avait quand même le fait que je sentais, je sais pas pourquoi j'avais cette prémonition, je me disais, franchement, Toulon ne va plus gagner dans les années à venir. Parce qu'honnêtement, on s'entraînait très peu, il n'y avait pas une cohésion de malade, il y avait des joueurs qui avaient énormément joué, qui étaient plutôt sur la fin et qui avaient tellement tout gagné qu'ils avaient Et plus faim recul. Ouais. ils avaient pu avoir les années d'avant. Et vraiment, j'avais ce sentiment-là, je me disais, enfin, des fois, on s'entraînait quasiment pas de la semaine. J'étais là, mais c'est surréaliste, quoi. Enfin, il y avait aussi le fait que Bernard Laporte faisait enfin, postulait à la présidence de la Fédé, et du coup, il était en campagne. Nous, il y a eu plein de semaines où il arrivait que le vendredi, quoi. Il y avait en plus, il était sur RMC en début de semaine. Donc, c'était, je l'avais un peu au fond de moi. Et clairement, il y a eu un épisode en fait où j'ai été le voir, où on a parlé les yeux dans les yeux. Et après, enfin voilà, ça rentrait dans les détails. Il n'a pas mis en pratique ce qu'il m'avait dit, quoi. Et donc après, moi, à partir de là, j'ai eu un peu le truc qui s'est cassé, alors que lui, il n'était même plus là l'année d'après. C'était Diego Dominguez qui, en plus, je m'entendais très bien avec lui et il m'avait dit qu'il avait plutôt confiance en moi, quoi. Donc, mais je sais pas, j'avais ce sentiment que Toulon, ça allait être un peu plus compliqué que ce que ça l'avait été dans les années à venir. Et moi, Christophe, clairement, il m'avait dit, écoute, Thibaut, on monte un projet sympa à Castres, on va aller chercher quelque chose ensemble. Et je le connaissais, je savais comment il travaillait. Il y avait des gens avec lui comme Joel Abd. Et puis surtout, je retrouvais Antoine Tichit, qui était vraiment quelqu'un qui est très proche de moi. Voilà, il y a eu plein de faits, mais oui, ça restera un échec sportif, à n'en pas douter. Mais surtout dû à moi parce que j'ai lâché un peu vite. Voilà, c'est la première fois de ma carrière où j'ai lâché vraiment. Je me suis un peu démoralisé, j'ai pas été au bout des choses. Ça, c'est un regret. C'est le seul regret que j'ai parce qu'après, sinon, je ne regrette absolument pas mon choix de Toulon. J'ai joué avec des joueurs incroyables, j'ai vu des stades magnifiques, j'ai joué dans les plus grands stades en France.
que très peu de rugbymen ont eu la chance de jouer à part les internationaux. Mourad Boudjelal, j'ai adoré le président, le personnage, et avec moi, il s'est très très bien comporté. C'est lui qui me voulait plus que Bernard Laporte, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, mais je regrette absolument pas mon choix d'être allé à Castres par contre. Bah non, et puis si tu dois avoir un regret, c'est aussi que Toulon, c'est le seul club où tu ne gagneras pas de titre. Donc c'est ce qui est l'immense paradoxe de ta carrière quand tu as joué à Ouais, Agen, Oyonnax et Castres et que tu as été titré partout. Donc ça reste quand même assez rigolo. c'est Euh, ça. à Castres, tu vas retrouver aussi, tu l'as dit Tichit, mais Geneker, Urdapilleta, Marclair, Urios. J'aimerais qu'on parle juste de l'image et de ce qu'est Christophe Furios, parce qu'il y a un décalage énorme entre l'image qu'il avait, tu vois, genre presque rustre, le combat, la bagarre, tout ça, et ce qu'il est en vrai, quelqu'un d'intelligent, tourné vers les autres, humain. Tu comprends pourquoi on a besoin de coller des étiquettes, par exemple, à Christophe Furios? Mais je pense qu'il en joue quand même. Enfin voilà, c'est sûr, il joue avec les médias. Euh, c'est un personnage du rugby français. Et voilà, moi, j'ai toujours dit aux gens qui le connaissent pas comme moi je le connais, voilà, il n'est pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours. C'est voilà, quelqu'un de très droit, ça c'est sûr. Et il peut être très dur avec les gens qui essayent de lui faire à l'envers ou avec qui ça ne matche pas. Vraiment très très dur. Mais par contre, moi j'ai toujours aimé son authenticité, sa façon de dire les choses yeux dans les yeux aussi. On parlait tout à l'heure quand j'avais pris une séance vidéo rien que pour moi devant 50 mecs, c'est très très dur à vivre. Christophe, je l'ai jamais vu faire ça par exemple. Par contre, on a eu des fois des entretiens dans son bureau où c'était pas forcément, enfin, quand on était mauvais, il te disait t'es mauvais. Mais par contre, il essayait de chercher pourquoi il prenait le temps de te dire est-ce que ça va à la maison, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, il essayait de trouver des solutions. Et puis on pouvait lui dire écoute, bon là, j'ai pas été bon, mais fais-moi confiance, ce week-end, je vais être là. Voilà, mais j'imagine qu'il y a des joueurs qui peuvent dire l'inverse. Oui, Et qui voilà, peuvent donc moi je dire, parle ouais. de mon cas personnel, mais moi j'ai que des choses positives à dire. Et j'ai aussi eu des moments à Castres où j'ai pas forcément joué tout le temps. Et voilà, ça fait partie d'un sportif de haut niveau. Mais oui, il a cette image, je pense qu'aussi il ouvre sa gueule. Des fois, peut-être pas forcément toujours à bon escient, je sais pas, ça c'est aux gens de juger. Mais oui, il est totalement différent en tout cas de ce qui peut paraître dans les médias et ce qu'il est en réalité. Cette première saison à Castres, elle est exceptionnelle parce que jusqu'à la 23e journée, vous êtes une bonne équipe, mais vous n'êtes pas une grande équipe. Et puis, il y a cette 24e journée où vous vous rendez à La Rochelle et vous faites tomber Ça, le... c'est la deuxième saison hein, que j'y suis. Ah, c'est la deuxième? Ouais, ouais. Mea culpa. Mea culpa. Non, non, il n'y a pas de problème, mais Tu vois, je pensais être bien dans mon match et craque, je craque. Ouais, dans les dernières encablures. Deuxième saison à Castres, pardon, tu as raison. ouais, Il y a cette. Ben, n'empêche que les journées, elles étaient bonnes. C'est le mec qui se rattrape ouais, comme il peut. Mais j'avais raison quand même. ouais, ouais, 24e non, non, journée, mais pardon, de cette deuxième saison castraise. Vous allez gagner à La Rochelle. Et là, ça change tout. Parce que d'un coup, vous écartez La Rochelle de la course à la 6e place, à laquelle vous vous accrochez. Et comme certaines équipes de NBA en playoff, vous devenez injouable, quoi. C'est-à-dire que les playoffs se présentent et c'est le Castres version porc-épic, horrible à jouer, qui se présente en phase finale. Tu te rappelles de ce match précis face à La Rochelle parce que c'est un vrai déclic dans la saison castraise. Enfin, en tout cas, ouais, une confirmation. ouais. Enfin, je m'en souviens parce que le premier facteur, c'est qu'on est on savait qu'il fallait qu'on gagne à La Rochelle ou à Toulon. On s'était dit, bon, ça sera peut-être plus facile de gagner à La Rochelle, ça je m'en souviens. Et aussi parce qu'on est à Pau et que la veille, on est à Pau, pardon, on est à l'hôtel et quand on arrive à l'hôtel pour jouer le lendemain, il y a des matchs déjà qui sont en cours et en fait, euh, Pau, qui était un de nos concurrents directs, perd chez lui contre Agen, ce qui était improbable. Énorme surprise, ouais. Et,
Et en fait, je me souviens surtout que dans la semaine, Christophe avait dit, je suis sûr que si on gagne, parce que même si on gagnait à La Rochelle, on n'avait pas notre destin en main. Et je me souviens qu'il avait dit, je suis sûr que Pau, ils vont flancher à un moment donné ou à un autre sur une des dernières journées, ils vont se casser la gueule et on va avoir une fenêtre de tir. Et pam, ça se passe sous nos yeux, et du coup, on est gonflé à bloc pour aller à La Rochelle. Et enfin, un match à la Castres de l'époque, très solide, pénible à jouer, hyper opportuniste. Et on gagne à La Rochelle. Et en rentrant, on s'arrête à Saintes sur une péniche, on fait la fête, on fait un super retour en bus. Euh, voilà, et puis derrière, on met une tôle pas possible à Oyo chez nous, qui venait jouer son maintien. Et puis l'histoire était partie, quoi. Puis on l'a senti en plus le soir, que ce soit à La Rochelle, mais encore plus le soir d'Oyo à la maison, qu'on est qualifié, qu'on sait qu'on va jouer à Toulouse. On avait été gagné pour la première fois à Toulouse pour Castres depuis 43 ans cette saison-là. Et je sais pas, on se fait entre nous, on se dit, ouah, on va faire quelque chose. C'était pas sûr, mais. Et puis pour finir, après le match Joyo, dans la semaine, on part en stage à Saint-Lary, qui est un endroit où on allait en stage en début de saison et qui nous plaisait vachement. Et puis on fait un super stage et le stage se finit en beauté avec le staff qui nous fait venir des chanteurs avec qui je me suis lié d'amitié par la suite, des chanteurs du Louron. Et on fait une soirée, on chante avec eux, il y a les guitares, on finit tous complètement démontés. Et voilà. Et 10 jours après, on gagne à Toulouse. Oui, parce que le parcours, c'est une victoire en barrage à Vallon, c'est Mm. une victoire en demi-finale face au Racing, et se présente une finale que malheureusement tu ne vas pas jouer, tu es blessé. Mm. Mais tu te rappelles forcément du contexte, c'est face à Montpellier, le club le plus détesté de France, mais club ultra favori, avec 28 Sud-Africains, tous immenses et énormes. Et cette image étrange de Castres, le petit Pousset, le village gaulois, alors que bon, ça reste quand même un géant du championnat, hein, mais Euh, thématiquement, cette image qui accompagne Castres, c'est un peu cruel de te demander ça, mais comment tu la vis cette finale? J'imagine pas très bien parce que tu ne la joues pas, mais qu'est-ce que tu te souviens de cette finale? Oh, je me souviens de tout. Bah, on avait en fait un groupe tellement fort et tellement sain, j'ai envie de dire. Ce qui m'a fait vachement relativiser, c'est qu'en quart de finale, Jody Geneker se fait suspendre. Ouais, je me rappelle, oui, t'as raison. Il met un coup de poing et du coup, il est suspendu. Voilà, donc Jody est suspendu. Et l'un des meilleurs joueurs du quart de finale, Yannick Caballero, se retrouve pour des choix sportifs. Voilà, Anto Gelange revient de blessure. Et en fait, Christophe choisit de mettre Anto dans le groupe plutôt que Yannick, qui est un super mec et qui avait fait un quart de finale incroyable. Et du coup, moi, je me blesse donc assez gravement en plus à cette demi-finale, encore sur une faute en touche. Décidément, ça m'aura suivi. Donc là, en plus, on le sent franchement, entre nous, je sais pas, mais moi, je sentais qu'on allait être champion. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas du tout de l'orgueil après coup ou quoi. C'est qu'on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'on se disait, alors que franchement, contre le Racing, on peut perdre 100 fois le match en demi. Mais, euh, mais moi, je le sentais, quoi, qu'on était habité de quelque chose, qu'on avait un peu la réussite et tout. Et donc, forcément, quand je redescends de cette touche, que je me pète, je sens que tout se brise dans ma cheville. Ouais, là, c'était horrible. Franchement, j'ai passé une semaine atroce. Et paradoxalement, j'ai passé une très mauvaise semaine. Mais à partir du moment où on est parti, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller avec le groupe restreint. Voilà, on était quelques-uns à suivre l'équipe dès le jeudi quand on est parti à Paris. Et en fait, je me suis dit, mais écoute, Thibaut, toi, t'es blessé, tu peux rien faire d'autre. Mais pense à Yannick qui est hors groupe alors qu'il a joué, je sais pas combien de matchs dans la saison et du coup, il s'était mis assistant coach, quoi. Enfin, il aidait tout le monde à essayer d'aider. Et du coup, moi, je me suis dit, mais profite. De toute façon, enfin, tu as fait tout ce que tu as pu pour l'équipe. Maintenant, c'est le destin qui est comme ça. C'est ta carrière qui est comme ça. Et du coup, alors forcément, j'étais au fond de moi. Quand les copains ils sont partis à l'échauffement et que moi, j'étais avec les béquilles et que je suis resté le président de vestiaire, j'étais effondré, quoi. Je me dis, tout rugbyman rêve de ça. Et moi, je savais très bien, de par ma carrière, que j'aurais pas 50 000 options de plus de revenir là. Donc voilà, mais
Et pour le coup, voilà, j'aurais toujours ce regret de ne pas avoir pu jouer cette finale, mais j'ai participé pleinement au quart et à la demi, donc voilà, j'ai juste été content de ce qui arrivait, quoi. Ce qui va arriver, c'est une victoire surprise, mais large, face à un Montpellier qui passe à côté de son match, tant mieux pour vous. Je crois que c'est le pauvre Ryan Pinard qui loupe 15 points au pied, mais c'est le destin qui fait que Ouais, Castres renoue avec un titre qui semblait impossible. En tout cas, impossible, difficile à aller reconquérir. Et tu vas donc connaître ton troisième titre, puisque tu as été champion de France de Pro D2 avec Oyonnax et Agen, et ouais, cette fois champion de France tout court. tout court. Ouais. C'est un accomplissement dans une carrière de sportif professionnel. Qu'est-ce que tu retiens finalement de ce Brennus? Je retiens l'aventure humaine, au-delà du bouclier, de l'avoir touché, d'avoir monté les marches du Stade de France, d'avoir vécu. C'est l'aventure humaine, hein, ce groupe qui a pas été ça n'a pas été du tout une saison linéaire facile. On a bataillé comme des fous. Mais, mais honnêtement, sur la fin de saison, on était devenu une équipe très compliquée à jouer. Et voilà, et puis pareil, on a créé des histoires avec des gens, que ce soit dans le club ou les joueurs, qui est indélébile. C'est le plus important. On arrive quasiment à la fin de ce parcours, Thibaut, puisque tu vas faire une saison de plus à Castres, Mm. trois supplémentaires à Oyo, euh, Ouais, trois en Pro D2 d'ailleurs. Et c'est drôle parce que je me suis fait la réflexion et avant de te contacter, de te solliciter pour cette interview, j'avais la conviction que tu étais pas formé à Oyo, mais que tu y avais passé quasiment toute ta carrière. Et quand on fait le bilan, tu n'y as passé que 6 années, hein, ouais, ouais. à peu près Hommage, hein. un peu plus de la moitié de ta carrière, mais tu es intimement lié à ce club. Comment tu l'expliques qu'aujourd'hui tu es presque plus Oyomène que à Genève ou Castrais? Ben, parce que c'est là où j'ai joué le plus de matchs. Et puis c'est surtout, je pense, les trois premières saisons que j'ai vécues là-bas qui ont quand même marqué un peu l'histoire parce que on était vraiment le petit poussé et qui était amené à la boucherie, quoi. Donc voilà, mais c'est un de mes regrets, c'est de ne pas avoir pu faire un an de plus avec ce groupe en ayant recruté quelques jours de plus Ouais, avec le staff. Parce ouais. que franchement, je suis sûr que, alors après, on peut jamais parler de titre, mais je suis sûr qu'on aurait pu faire un parcours à la Castres. C'est l'un de mes regrets. Après, oui, je suis intimement lié à ce club d'Ouyonna parce qu'en plus, j'ai rencontré que ce soit les présidents de l'époque, j'ai rencontré des gens en dehors qui sont devenus des amis. J'ai adoré ce territoire parce qu'il ressemble beaucoup à mes Pyrénées. Voilà, je disais souvent à mes amis du Béarn, je disais, j'ai l'impression de jouer à Oloron, sauf qu'on joue en rouge et noir, quoi. Et enfin, voilà, j'ai que des bons souvenirs à Oyonnax. C'était un peu moins une réussite, même beaucoup moins une réussite le retour, mais ça a été différent. Voilà, très honnêtement, j'avais hésité à y retourner longuement et c'est mon histoire d'amitié et très proche avec Joel Abd qui a fait que j'y suis retourné parce que lui il devenait manager là-bas et que moi je savais que c'était plutôt mes dernières années. Je me suis dit je vais les vivre dans un endroit sympa avec des méthodes de travail qui me conviennent. Voilà, mais très honnêtement, si j'avais le choix, je pense que je serais j'aurais préféré finir à Castres, mais on refait pas l'histoire et ça s'est fait comme ça et puis c'était très bien. Tu as dit un truc assez fort au moment où tu as raccroché. Tu as dit, je ne voulais pas faire la saison où tu es là, mais où tu sers à rien. Physiquement, j'ai eu beaucoup de blessures, les genoux, la cheville. Je m'entraînais tous les jours en serrant les dents. C'est un sport parfois bizarre, le rugby. Peut-être un des seuls métiers où avoir mal fait partie presque du quotidien, la norme. Euh, Tu as conscience que c'est complètement fou d'avoir mal tous les jours quand même. Ouais, mais moi en fait c'est dû à un problème que j'ai eu à la fin à Castres sur un problème assez sérieux à la cheville de staphylocoque. Et en fait, clairement, c'est pour ça que mes 3 dernières années, c'est pas un souvenir énorme, c'est que j'ai passé 3 ans à 60% de mes capacités, où je prenais des anti-inflammatoires du matin au soir pour pouvoir m'entraîner. Voilà, j'avais même plus de pression à savoir euh, comment j'allais jouer et si j'allais jouer, plutôt que du match qui arrivait, quoi.
Et du coup, enfin voilà, j'avais pas envie d'arrêter quand mon problème a eu lieu à Castres, mais presque ça aurait été Ça mieux aurait été parce que plus sage, oui. j'ai vraiment été très embêté par cette cheville et je le suis encore, hein. Ça m'a clairement handicapé pour ma vie de tous les jours. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai eu ce problème et il y en a qui ont bien plus grave que moi. Mais c'est sûr qu'à la fin, je prenais aucun plaisir à aller m'entraîner, clairement. Tu vas quand même pousser le vice jusqu'à reprendre une licence amateur avec tes deux frangins, Geoffrey Ouais. Douce en R2. J'imagine la gueule des gars en face en R2 quand Thibaut Lassalle arrive, qui était aux portes de l'équipe de France, champion de France avec Castres, tu dois te dire oh non mais ce match-là, pas envie. Ouais, j'ai pas très envie de jouer aujourd'hui. C'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est que Ah, il est franchement, super motivé. ouais, et puis bon, je pense que dans l'imaginaire des gens, ils se disent, bon, on va jouer un mec qui est en top 14 et tout, voilà, il va falloir s'accrocher. Et franchement, je suis plus du tout le joueur que j'étais. Là, même cette année, je m'entraîne jamais, je joue un peu comme ça, mais et franchement, enfin, clairement, je suis pas bon. Mais c'est pas grave parce que l'histoire, c'est pas ça qui est important, quoi. Ouais. Moi, de toute façon, je l'avais toujours dit. Alors, tout le monde me disait, c'est impossible, tu le feras pas et tout. Moi, j'avais dit, je jouerai dans mon club avec mes frères, avec mes cousins dans le club enfin voilà, qui me tient à cœur plus que tout. Je veux rentrer vivre chez moi. Ça aussi, ça me tenait à cœur. Voilà, que les enfants aillent à l'école de mon village et tout, c'était très important pour moi. Et c'est que du bonheur. Alors c'est complètement différent de ce que j'ai vécu. On se retrouve des fois à l'entraînement, on est sept. Moi, je m'arrache les cheveux parce que je suis très compétiteur et ça me rend fou. Mais pour le coup, cette année, on a fini premier. On monte. Voilà, il y a 2 ans, on a été champion de France deuxième série. Avec mes frères, on a fait 7 matchs de phase finale. J'avais jamais vu ça. J'ai fini complètement épuisé. J'ai eu la pression comme jamais j'avais eu la pression dans ma vie. À ne pas dormir de la semaine et tout, les semaines de phase finale. Voilà, donc ça pour dire que le rugby, il est magnifique à tous les niveaux et que je prends autant de plaisir en série dans mon club que j'ai pu en prendre en pro. Et voilà. Et je suis très heureux de ça parce que on parle beaucoup pour les sportifs de haut niveau de la fin. Et c'est vrai que j'ai eu plein d'amis où c'est très dur. Et moi, ça, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir choisir quand j'arrêtais. Euh, Oyo enfin, Joe en tout cas m'avait parlé, est-ce que ça te dit de faire une saison en plus parce qu'il trouvait pas forcément un profil similaire au mien pour accompagner les jeunes et tout. Et franchement, j'ai dit, mais là, je suis au bout du bout et ça, je le ferai pas pour les bonnes raisons. Et voilà, je pense que quand on a la chance de choisir sa fin, en plus, moi, j'arrivais à 35 ans, donc clairement, j'avais fait le tour du truc. Voilà. Et en plus de vivre ça dans un club, dans son petit club, avec sa famille, voilà, j'ai beaucoup de chance. Il me reste deux questions, Thibaut. Les deux questions presque les plus importantes de toute cette interview. La première, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de Thibaut Lassalle, le joueur de rugby? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Moi, j'aimerais juste qu'on dise, Thibaut, franchement, c'était un bon mec et un mec loyal avec qui on pouvait aller au combat, quoi. Et la dernière question, c'est la question traditionnelle que je pose à tous mes invités. Tu as évolué quasiment 15 ans au plus haut niveau. Tu as été champion de France de Pro D2, champion de France de Top 14. Tu as eu la chance de pouvoir jouer en équipe de France des moins de 19 ans à l'époque, d'être sur les tablettes de certains sélectionneurs. Et tu raccroches dans le club où tu as pris le plus de plaisir. La question est toute simple, Thibaut. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Oui, oui, je suis fier de ce que j'ai fait. Alors, j'ai quand même des regrets. Je pense que j'aurais pu faire mieux certaines choses, notamment être des fois plus sérieux. Voilà, plus travailleur. Je n'étais pas un grand fan de préparation physique, surtout de musculation, on va dire. Mais voilà, j'ai été joueur comme je suis dans la vie de tous les jours, donc non, j'ai pas, voilà, je suis fier, j'ai tout donné et surtout je suis très fier d'avoir réussi à rebondir après mes blessures parce qu'honnêtement, c'était après mes 2 genoux d'affilée, quand tu passes 2 ans sans jouer quasiment, c'était pas facile. Merci beaucoup, Thibaut Lassalle. Avec plaisir.
Voilà, c'était Rugby Brut avec un garçon que j'ai découvert à travers ce podcast. On se connaissait pas du tout avant de discuter. Et sa sincérité, son humilité m'ont touché, comme souvent. Tout comme sa simplicité. J'espère que le naturel de Thibaut Lassalle vous aura fait kiffer autant que moi. Et je vous le répète chaque semaine, mais pour ne rien louper des prochains épisodes, vous devez vous abonner, mettre des étoiles et des pouces, c'est tout con, mais ça aide pour le référencement et ça permet au podcast d'être un peu mieux classé et tout simplement découvert par d'autres. Alors merci à tous de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Rugby Brut, le podcast de Legendary Plays.